Pour moi, faire des coups droits et des fellations, c'est presque la même chose. En fait, au fur et à mesure, je deviens son esclave. Je me rends compte au bout de quelques mois que finalement, lui, ce qu'il veut, c'est me détruire. Et ça passe par les violences sexuelles, mais ça passe aussi par d'autres types de violences, notamment beaucoup de violences psychologiques. Je suis comme sa poupée. Angélique, entre tes 12 et 14 ans, tu es tombée sous l'emprise de ton entraîneur de tennis qui t'a fait subir de nombreux viols et d'agressions sexuelles. Peux-tu nous décrire ta vie à cette époque et l'engrenage qui a mené à ces agressions? J'étais une petite fille très curieuse et très dynamique, qui aimait beaucoup la vie, qui souriait tout le temps. Il avait surtout envie de bien faire pour faire plaisir. Je crois que c'est ce qui m'a aussi poursuivi toute ma vie. À 12 ans, je m'entraîne avec les adultes et je suis déjà la numéro 1 du club chez les adultes. Et donc, il faut que je trouve un nouveau club plus fort, avec un niveau plus élevé. Et donc, je le rencontre à 12 ans, l'année de la rentrée de 4e pour moi. Et la première fois que je le vois, il me fait peur parce qu'il crie très fort sur les jeunes à l'entraînement lorsque j'arrive pour la première fois sur le cours. Il les fait pleurer, il a un regard perçant. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire j'espère qu'il sera gentil avec ma petite sœur, parce que j'ai une petite sœur qui fait aussi du tennis. Et puis finalement, avec moi, il est extrêmement gentil. Il va vraiment tout de suite me considérer comme sa préférée, sa chouchoute. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'aime toujours être la préférée. Je pense que ça fait plaisir à tous les enfants et c'est pour ça que c'est dangereux. L'emprise, c'est très insidieux, mais en fait, c'est la privation au fur et à mesure de son libre arbitre. Et on n'en a pas conscience. Lui, au début, il était très gentil, il me faisait des compliments, il me faisait des cadeaux. Il était le référent absolu pour moi, mais dans le bon sens du terme, parce que je pensais que c'était la personne qui me voulait le plus de bien au monde. Et donc, il va prendre très rapidement la place de mon père qui est, je sais, extrêmement aimant mais qui ne le montre pas du tout. Et moi, à cette époque-là, ça me manque beaucoup. Et finalement, c'est aussi une perte d'identité parce qu'au fur et à mesure, on pense de moins en moins par nous-mêmes et de plus en plus à travers ce que lui raconte et ce que lui dit et ce que lui dit être la vérité. Finalement, je me dis que sans lui, je ne peux plus rien faire, que sans lui, je ne peux même plus tenir une raquette de tennis. Je m'habille comme lui, je parle comme lui, je mange comme lui, je répète tout ce qu'il dit et tout ce qu'il dit est la parole divine. Aussi, l'emprise, c'est ce temps mental qu'il occupe. Donc il occupe parce qu'il est très très souvent avec moi, mais aussi parce que même quand il n'est pas là, il est là. Il est là parce qu'il m'écrit, parce qu'il m'appelle, parce qu'il me demande de l'appeler. Qu'on n'a plus un seul moment pour respirer. Et on est un peu comme dans un brouillard. Au fur et à mesure, je deviens lui et sa violence. Il me fait fumer, il me fait boire, il me fait tricher sur le cours. Et moi, au début, je ne veux pas. Et puis, je cède parce que c'est un adulte, je cède parce qu'il a l'autorité et je cède parce que c'est celui qui décide de tout pour moi. Et puis parce qu'il utilise aussi d'autres stratégies qui font que je ne peux pas m'opposer. Par exemple, la fois où il me demande de tricher pour la première fois, je ne triche pas. Et il m'abandonne de nuit à Duny, en Seine-Saint-Denis, sur un parking. Et j'ai tellement peur que la fois d'après, quand il me demande de tricher, je triche. En fait, au fur et à mesure, je deviens son esclave. Je me rends compte au bout de quelques mois que finalement, lui, ce qu'il veut, c'est me détruire. Et ça passe par les violences sexuelles, mais ça passe aussi par d'autres types de violences, notamment beaucoup de violences psychologiques. Et donc, je fais tout ce qu'il me dit de faire parce que je suis comme sa poupée et que j'ai aucun pouvoir de décision. Déjà parce que je ne sais pas, j'ai aucune connaissance des relations sexuelles, donc je ne sais pas ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ensuite, parce qu'il ne me laisse pas le choix, parce que j'ai une contrainte morale et une contrainte physique. Une contrainte physique parce qu'il a 25 ans de plus que moi et qu'il pèse 30 kilos de plus et qu'il fait 20 cm de plus. Et puis une contrainte morale parce que c'est l'autorité, que c'est l'entraîneur et que pour moi, c'est devenu même mon père. Donc je ne peux pas dire non. La toute première fois, c'est ce premier baiser. Et moi, j'appelle pas ça un baiser, mais je le vis moins mal que la première agression sexuelle où il me touche, il me demande de le toucher, il me masturbe et il me demande de le masturber ou il se masturbe. Et là, tout ça, ce jour-là, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est quelque chose que j'ai jamais vu un sexe d'adulte. Et donc, c'est certainement ce moment-là qui pour moi, est le point de bascule. Et puis après, finalement, c'était devenu le quotidien et la routine. Et c'est terrible parce qu'on s'habitue à tout, même à ça. Et donc moi, c'était des centaines et des centaines de fellations qui finalement étaient devenues mon quotidien. Et je le dis souvent et je sais que ça marque, voire ça choque. Mais moi, à un moment donné, pour moi, faire des coups droits et des fellations, c'est presque la même chose. Pendant les viols, c'est fou à dire, mais c'était presque pas les moments les pires physiquement et mentalement à vivre. J'avais la sensation que l'attente était pire que le moment des viols.
parce que je savais que ça allait arriver. J'étais comme une proie qui est pourchassée par son prédateur et que le moment où ça arrivait, je me déconnectais de plusieurs façons. Soit j'ai développé des tocs de comptage, je comptais de 0 à 100 et quand j'arrivais à 100, je redémarrais à 0 et finalement, ça finissait toujours par passer, où je fixais le haut de son armoire et j'avais l'impression de presque flotter au-dessus de mon corps. Et donc cette hypervigilance, elle m'a poursuivie pendant des années, où j'étais tout le temps en alerte. Et c'est extrêmement épuisant de se dire qu'à aucun moment on a le cerveau qui relâche. J'ai été dégoûtée de mon propre corps pendant quasiment 25 ans. Hein. Au début, j'avais l'impression d'être tellement sale de l'intérieur que de toute façon, même si je me douchais, ça ne changerait rien. Et donc que j'étais en train de pourrir même de l'intérieur parce que très rapidement, il a utilisé des violences psychologiques, dont celle où il m'a fait croire qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Et puis parce que je ne voulais plus me voir dans la glace, je ne voulais plus me voir nue, je ne voulais plus me toucher. Je dirais que ça fait peut-être un an et demi que ça va mieux. À 27 ans, j'ai toujours ce problème de détester mon corps, de peser mes pattes pour essayer d'aimer un peu plus mon corps, un petit peu moins gros, un petit peu moins si. L'enfant n'est pas en capacité de pouvoir dire non et de pouvoir s'opposer. Il a tellement peur, il est tellement sidéré et il se sent tellement coupable. Il dit que c'est de notre faute, mais elle me disait c'est parce que c'est toi qui provoque ça chez moi. Si tu parles, j'irai en prison. Puis après, c'est si tu parles, je tuerai tes parents. Beaucoup, si ce n'est tous les agresseurs, ont exactement le même discours culpabilisant envers la victime. C'était soi-disant du désir, soi-disant j'étais très jeune, mais c'était comme si j'étais sa copine. Et le fait qu'ils me disent que c'est parce que j'étais très intelligente, que j'étais très drôle, que j'étais très ceci, très cela, il a choisi, entre guillemets, les premières agressions au moment où il savait que j'étais suffisamment sous emprise pour ne plus parler. Cette période d'emprise, elle dure 2 ans, de mes 12 à 13, où je suis complètement soumise et complètement sous emprise. Et la deuxième période, de 13 à 14, où je me suis rendu compte à quel point j'étais en train de sombrer, à quel point j'étais mal et à quel point j'avais envie de mourir. J'arrive pas d'un coup à m'enfuir parce que le lien avec lui est encore trop fort. Et donc il me faut 1 an pour essayer de me défaire de cette emprise. Et ça a été par des détails, mais il y en a 2 qui ont été très importants. Le premier, c'est que c'est pour la première fois que je vais être violente envers ma petite sœur et que je me dis que je suis en train de devenir la personne que je voulais jamais être. Et la deuxième, c'est que pour mes 14 ans, j'ai un téléphone portable. Je me rends compte que si je veux couper les ponts, il va falloir qu'il n'ait plus accès à moi par le téléphone. Et donc, je refuse de répondre à son numéro de téléphone avec mon nouveau numéro. Et finalement, à 14 ans, j'arrive à trouver le courage de faire que ça s'arrête, de dire que je ne veux plus m'entraîner avec lui. Mais ça a été, pour moi, peut-être quelque chose d'encore plus lourd à porter pendant toutes ces années parce que je m'en rappelais sans arrêt, c'était dans mon quotidien à chaque instant. À chaque fois que je voyais une golf, un chauve, quelqu'un qui boit du café, quelqu'un qui a des grosses mains, quelqu'un qui a des yeux bleus, une carte bleue, du surimi, tout me rappelait à lui tout le temps et à ce que j'avais vécu. Donc c'était difficile de m'extraire du passé et d'être capable d'être dans le présent. Et finalement, j'ai eu ce sursaut à 30 ans de me dire il faut que tu te sauves, sinon tu vas jamais avoir de seconde vie. Quand j'ai déposé plainte, ça a été une déflagration. Et surtout, c'est le moment où on décide de créer l'association avec mes co-victimes. C'est avec 3 autres victimes de ton entraîneur que tu as fondé l'association Rebond pour sensibiliser et protéger les jeunes sportifs contre les violences sexuelles. En 2021, ton agresseur a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu le procès ? J'attendais de ce procès à la fois évidemment d'être reconnue victime par la société et puis j'attendais surtout de la société qu'elle soit protégée par ce procès et que lui soit en prison pour qu'il ne fasse plus de mal. Il a remis la culpabilité en partie sur moi en disant que c'est parce que j'étais plus intelligente que les autres, plus mature, plus lumineuse. Il dit elle me nourrissait intellectuellement et l'avocat dit à 12 ans elle vous nourrissait intellectuellement. Et évidemment ils ont un déni absolu de se dire que c'est eux les adultes et que c'est à eux de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre un peu de la distance entre les émotions et les faits. Donc quand je le raconte et quand je le revis pas avec l'émotion qui me submerge parce que j'ai la chance, et l'incroyable chance de faire partie de ces 1%. De ces 1% des enfants qui voient leur agresseur condamné. J'ai eu la chance d'avoir un parcours judiciaire exemplaire, du dépôt de plainte jusqu'à l'appel. Et ça devrait être la norme et ça ne devrait pas être l'exception. Ça touche un enfant sur 7 dans le milieu du sport.
c'est un enfant toutes les 3 minutes en France qui est violé. C'est un fléau sociétal qui nous touche forcément, de près ou de loin. Si on n'essaye pas de tout faire pour protéger les enfants, c'est-à-dire qu'on ne protège pas la société de demain. Ce sujet du délai de prescription, c'est un sujet, je crois, qui est quand même, à la fois au niveau sociétal et au niveau politique, un enjeu actuel, et c'est en discussion. S'il y a bien un sujet où il doit y avoir un consensus et qu'on soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de cet hémicycle, on devrait dire oui, c'est bien celle-ci, c'est bien pour protéger les enfants. Ça voudrait dire aux victimes qu'on va les écouter, peu importe le temps qu'il leur faudra pour parler, qu'on leur dira pas « bah non, c'est trop tard » au bout de 30 ans ou au bout de 20 ans, selon l'âge qu'on avait au moment des faits. Parce que statistiquement, les personnes qui agressent des enfants une fois, ils agressent des enfants plusieurs fois. Enfin, je trouve que ça serait une épée de Damoclès qu'on mettrait aussi au-dessus des agresseurs en leur disant « vous ne serez pas sauvés et protégés au bout de quelques années. Ce que vous avez fait, ça vous poursuivra toute votre vie. » On est quand même le pays des droits de l'homme. J'aimerais qu'on soit le pays aussi des droits des enfants. Et donc le titre, c'est « Si un jour quelqu'un te fait du mal », parce que c'est le début de la phrase que disait tout le temps mon père. « Si un jour quelqu'un te fait du mal, j'attendrai pas que du site soit fait, je lui mettrai une balle entre les deux yeux, quitte à prendre 20 ans de tôle. » Je ne pouvais pas prendre le risque de parler, d'envoyer mon père en prison. Les adultes, en disant ces phrases, ils pensent faire une preuve d'amour. Et en fait, ça a l'effet inverse chez les enfants, parce que les enfants, la première chose qu'ils veulent, c'est protéger les gens qu'ils aiment. Ils disent que si ça va avoir des répercussions négatives, eh ben, ils ne vont pas parler. Et donc, il faut juste changer cette phrase. J'en propose une, c'est « Si un jour quelqu'un te fait du mal, nous, les adultes, nous t'écouterons, nous te croirons et nous te protégerons ».